À moins de vivre dans une grotte ces dernières semaines, vous n'avez pu passer à côté tant les médias, les rabatteurs de mauvaises nouvelles et de pessimisme ambiant, de vendeurs de peur, ne cessent de le répéter. Il y a le plafond de la dette aux États-Unis. Le plafond de la dette, en fait, c'est tout simplement, vous avez une dette limite, et puis chaque année ou chaque 2 ans, en fonction de comment la dette s'accroît, on arrive donc à ce plafond. Et il faut donc voter et passer au Congrès l'augmentation de ce plafond. Évidemment, si vous voulez, il n'y a pas de raison, ça ne fait plus aucun sens. Je crois que le plafond avait été mis en place dans la Constitution, mais il y a peut-être 200 ans, alors ça pouvait faire sens, etc. Pendant un certain temps. Mais dorénavant, depuis les 30 dernières années, on a été dans un cycle baissier de taux et dans une augmentation des dettes. On peut évidemment discuter sur est-ce qu'on est en train d'avoir un changement de polarité actuellement, mais c'est beaucoup trop tôt évidemment pour conclure. Mais donc ce plafond de la dette, typiquement, il n'a plus de raison d'être et pour autant, on ne décide pas de complètement l'enlever. Donc en gros, tous les 1 an, 2 ans, et depuis que je trade en bourse, on y a droit à chaque fois avec en mode « Oh mon Dieu, on est arrivé au plafond de la dette, les États-Unis ne vont pas pouvoir payer les intérêts sur leurs dettes, ne vont pas pouvoir du coup payer les administrations, les fonctionnaires, et donc tout va s'arrêter, les États-Unis vont faire défaut sur leurs dettes, etc. De mémoire, je crois que c'était en 2011 où ça avait vraiment fait peur et on peut dire que ça avait impacté les marchés. Mais d'une manière générale, c'est un non-événement. Je dirais que le marché s'est complètement habitué au fait que c'est uniquement un jeu politique et qu'en règle générale, le parti qui est en défaut, actuellement c'est les Républicains, il y a quelques années c'était les démocrates, va utiliser justement en négociation ce plafond de la dette en disant non, je ne voterai pas l'augmentation du plafond de la dette si derrière vous ne votez pas un truc, un machin. C'est essentiellement un jeu politique et le marché, je dirais, l'a compris. Et ce que l'on voit, c'est que ces dernières années, ça n'a pas vraiment d'impact sur le marché ne s'en inquiète pas. Pour autant, vous allez voir germer un certain nombre de graphiques et de charts, comme je vous mets à l'écran, qui vont vous expliquer que, en gros, telle ou telle année, lorsqu'il y a eu le plafond de la dette, parce qu'il y a des fois où ça se solutionne avant qu'on arrive au plafond, et il y a des fois où le jeu politique va juste un petit peu comme le film hollywoodien, si vous voulez, jusqu'à la dernière seconde, au moment où on va couper le fil, et puis des fois on dépasse, et il faut se dire que voilà, on accepte pendant 1, 2, 3 semaines d'avoir justement des blocages, pas de paiement pour les fonctionnaires, etc. Mais je veux dire, l'économie en son sens fonctionne, et on a des dérogations, ce genre de choses-là, et là c'est quand on pousse vraiment le bouchon un petit peu trop loin. Mais globalement, je veux dire, in fine, le marché c'est très bien, il s'en inquiète vraiment peu parce qu'il sait très bien qu'à un moment donné ou à un autre, on va repousser le plafond de la dette parce qu'il n'y a tout simplement pas le choix. Et donc, voilà, ça c'est le premier lieu. Donc après, vous allez voir des charts qui vont vous expliquer comme celui-ci, voilà, le marché a baissé de 17% la dernière fois, etc. Bon, ok, très bien, mais la problématique, c'est que on sort complètement du contexte et on a l'impression que le plafond de la dette, c'est le seul truc qui fait baisser les marchés. Or, ce que l'on voit, c'est que quand les marchés étaient haussiers, essentiellement, ou quand il y avait l'économie allait bien, etc., le plafond de la dette a été un non-événement. En fait, ce qui fait surtout baisser les marchés, c'est le reste. C'est les taux, l'incertitude sur l'inflation, l'incertitude sur la croissance, la crise chinoise, la crise des dettes souveraines ces précédentes années, et en fait, le plafond de la dette vient se rajouter. Donc pour moi, il faut faire attention à uniquement croire que le plafond de la dette, c'est un énorme risque. Alors ça peut être un risque pour un certain nombre de sociétés, et en effet, éventuellement, si on ne valide pas à la dernière seconde de rehausser le plafond de la dette, on peut avoir un certain nombre d'entreprises qui vont en pâtir. Donc éventuellement, voilà, il y a Goldman Sachs qui sort une liste des entreprises qui sont le plus impactées, qui sont éventuellement à shorter. Mais là aussi, je veux dire, l'impact sera quand même très minime et surtout certainement pas durable dans le temps. Donc ça dépend vraiment de ce que l'on veut faire. Mais voilà, pour moi, ce plafond de la dette, finalement, c'est le non-événement. Par contre, là où ça devient un événement, c'est que si vous voulez, on tire la pelote de laine. Et alors, on tire la pelote de laine, c'est quelque chose que les pessimistes de tout temps aiment bien faire. Et donc, du coup, revient à la mode la faillite des États-Unis, la fin du dollar et l'hyperinflation. Vous savez, c'est le trio de choc et en gros, tous les 1 an ou tous les 2 ans, on y a droit avec toujours les mêmes argumentaires et ça fait des décennies que cela dure. Et jusqu'à présent, le dollar n'a jamais été aussi fort, les États-Unis n'ont jamais été aussi forts, bref. Mais on vous jure
que le prochain coup, ils vont y avoir droit et ça va être la fin de la puissance et de l'hégémonie du dollar en tant que valeur réserve, etc. Bref, on va pas pousser trop loin, mais là où il faut revenir également, c'est toujours la même chose, si vous voulez, c'est qu'on va utiliser des cheminements de pensée qui sont simples et qui sont facilement compréhensibles de tous, et je vais vous les exposer justement, et vous allez voir, c'est simple à comprendre, et donc en effet, comme c'est simple à comprendre, on va le croire, et on va également le diffuser. Diffuser sans le savoir, un petit peu de la fausse information. C'est pas que c'est vraiment de la fausse information, si vous voulez, mais c'est que la partie émergée de l'iceberg, et on oublie toute la partie immergée, qui évidemment permet de nuancer le propos, et permet de nuancer un petit peu la fin du monde. C'est toujours la même chose. Donc c'est ce qu'on va faire, on va essayer de remettre l'église au centre du village. Donc le plafond de la dette relance un petit peu le débat sur la dette des États, et notamment la dette des États-Unis qui atteint donc aujourd'hui 31 trillions. Alors il ne faut pas chercher à savoir combien ça fait beaucoup. Et surtout, ce qui est important, c'est que sur les 6 dernières années, on a ajouté 10 trillions. Donc on était à 20, on arrive à 30. Donc en gros, l'idée évidemment du vendeur de peur, c'est de vous dire, imaginez, on a rajouté autant de dettes en 6 ans que ce qu'on avait rajouté en 20 précédemment. Donc on est un petit peu dans le côté exponentiel, dans l'explosion des dettes, et du coup, à un moment donné ou à un autre, si vous voulez, on se dit comment on va payer. C'est là où on en arrive au prochain point, donc sortie du Covid, on a une augmentation de l'inflation, et pour combattre cette inflation, on a les banques centrales qui augmentent leurs taux. Et les taux sont en train d'arriver aux États-Unis sur du 5%, alors c'est les taux des banques centrales, et vous avez le taux à 10 ans des taux longs qui sont à 4%. Donc quelque part, si vous voulez, on se retrouve avec des entreprises et des États qui aujourd'hui ne remboursent jamais la dette ne se fait jamais rembourser, en fait on va prendre de la nouvelle dette pour rembourser l'ancienne. La nouvelle dette, elle vient avec un taux d'intérêt qui est à 3, 4, 5%, et ça remplace de la vieille dette qui était à moins de 1%. Et ça, c'est vrai pour les entreprises aussi. Donc, il y a eu énormément de refinancement pendant la période Covid à taux bas, il y a eu les aides des gouvernements, etc. Mais, si vous voulez, dans l'année à venir, dans les 2 ans à venir, on a énormément d'entreprises et de gouvernements également qui vont devoir faire un rollover de leur dette, se refinancer et au passage donc vont rembourser de la vieille dette avec de la nouvelle, mais qui va demander des taux d'intérêt bien supérieurs, donc 3, 4, 5%, on verra où on en est dans les années à venir, mais c'est l'idée. C'est que 3, 4, 5% aujourd'hui d'une dette qui représente 31 trillions, eh bien, on se dit tout simplement que ça va représenter un intérêt à payer qui est bien trop important par rapport aux recettes fiscales du pays, et donc à un moment donné ça va coincer, on ne va pas pouvoir rembourser les dettes. C'est donc logique, c'est simple, mais c'est également très exagéré. Revenons déjà, quand on parle de 31 trillions, on fait l'amalgame et on parle uniquement de la dette totale des États-Unis, de toute la dette qui a été émise, la dette nationale des États-Unis. Or, ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est de retirer un petit peu les dettes qui sont des dettes communes et de prendre vraiment la partie de la dette qui est liée au public, donc qui est supportée par le public. Et là, directement, au lieu d'avoir 31 trillions, on descend et si on soustrait, on fait nos soustractions, etc., on se retrouve avec 19 trillions. Et vous avez globalement sur ces 19 trillions, 5 qui sont à peu près 21%, qui sont pas liés extrêmement au public, mais qui sont liés à la Fed. Et ça, c'est les bons du Trésor que la Fed a racheté via du quantitative easing pour supporter l'économie ces dernières années. Et donc là aussi, la Fed se retrouve face au fait qu'elle doit faire un quantitative tightening, donc elle doit vendre une partie de ses obligations. Or, vous le savez, le prix des obligations est inversement proportionnel au taux, c'est-à-dire que si les taux augmentent, parce qu'il y a de l'inflation, eh ben, le prix des obligations baisse. Donc on se retrouve à avoir acheté au prix fort des obligations pendant la crise Covid et à les vendre aujourd'hui pour se séparer un petit peu du bilan en perte. Il faut savoir que les pertes ne vont pas faire que la Fed va faire faillite. Les États-Unis ne peuvent pas faire faillite non plus, tout simplement parce qu'ils ont la planche à billets et qu'ils ont un endettement qui est essentiellement en dollars. Donc quand vous pouvez imprimer autant de dollars que vous voulez et que votre dette est libellée en dollars, vous ne pouvez pas faire faillite. Tout ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement imprimer tellement de billets que vous générez une hyperinflation et que vous détruisez donc la valeur de votre monnaie, le dollar. C'est là où vous avez le cheminement logique et l'argumentaire logique et simple, évidemment, des permabères et des pessimistes. C'est de se dire, ma dette devient tellement importante
que du coup je dois me refinancer. Je me refinance à un coût qui est 3, 4, 5% et qui va représenter 600, 700 trillions par an. Donc je vais me retrouver avec une incapacité de pouvoir rembourser. Pour pouvoir rembourser, je vais refaire fonctionner ma planche à billets. En faisant refonctionner ma planche à billets, eh ben, je vais créer encore plus d'inflation. Et en créant encore plus d'inflation, je vais détruire mon dollar. Donc je vais rembourser en monnaie de singe. Et donc en gros, l'or va exploser, le bitcoin va exploser, l'argent va exploser, mais tout le reste va capoter et on va tous mourir. Là, c'est toujours la même idée, c'est de se dire, voilà, ça c'est simple à comprendre, ok, c'est une façon de voir les choses. Mais c'est pas la seule. Parce que ce qu'il faut se dire également, c'est que d'une part, ces 31 trillions n'en sont pas 31, ils en sont 19. Toujours énorme, on est d'accord. Mais surtout, ce qui est important de comprendre, c'est de réfléchir en tant que ratio. Qu'on a beau dire cette dette est énorme, c'est la plus importante de toute l'histoire, en valeur, oui, mais regardez les actifs en face. Parce qu'on a de la croissance en face, on a du PIB en face, on a de la valeur d'actifs, que ce soit des actifs immobiliers, que ce soit des actifs tangibles, non tangibles. Et donc là aussi, on est à des niveaux de valeur d'actifs qui sont les plus hauts de l'histoire et qui sont bien plus hauts que les niveaux d'endettement, et surtout qui ont eu une croissance bien supérieure au niveau de croissance de l'endettement. C'est-à-dire que même si on a énormément de sociétés zombies, etc., et que le capital aurait pu être mieux utilisé, on a quand même créé de l'actif bien supérieur à la dette. Donc il y a quand même une rentabilité. Alors on peut toujours dire ça va pas durer, c'est surcoté, etc. Mais donc de la même manière, à ce moment-là, on peut se dire qu'on exagère aussi un petit peu le trait sur l'endettement. Mais c'est ça également qu'il faut voir, c'est deux poids deux mesures si vous voulez, c'est que quand on parle dette, si on est honnête avec soi-même, il faut aussi regarder qu'est-ce qu'on a de l'autre côté du bilan. Et donc il faut regarder ce que l'on a également sur le côté actif. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est également de se dire, il faut réfléchir en tant que ratio. Et donc, il faut regarder un petit peu dans l'histoire. Parce qu'évidemment, le truc un peu simpliste, c'est de se dire, les niveaux de dette ont explosé. En gros, on n'a pas d'exemple dans l'histoire. C'est faux. On a exactement de l'exemple dans l'histoire. On a l'exemple des années 80-90 qui ont été des décennies, ça a duré très longtemps, hein. Donc ça a duré 15 ans où on avait un taux d'intérêt que l'on payait chaque année qui était supérieur à 3% du PIB annuel. Si vous regardez aujourd'hui combien ces 600-700 trillions de dollars qui sont payés en annuité, qui vont être payés en annuité cette année et l'année prochaine par les États-Unis, ça représente 2,5%. Ça peut vous paraître peu, 0,5%. C'est 0,5% de ce ratio d'intérêt sur PIB. C'est énorme. Ça veut dire que historiquement, on n'est pas encore dans des niveaux qui sont inconnus. C'est-à-dire que dans les années 80-90, on était dans des niveaux bien plus dégradés que cela, avec 3%, c'est-à-dire 3% du PIB qui était représenté par ces annuités. C'est énorme, hein. Alors, le pourcentage peut paraître peu, mais c'est absolument énorme. Mais pour autant, qu'est-ce que vous avez eu dans les années 80-90 ? On a eu le début de cycle de baisse de l'inflation, on a eu de la désinflation, on a eu de la croissance, on a eu donc des poussées d'endettement à ce niveau-là, mais on a eu un cycle de baisse des taux qui a duré jusqu'à récemment. Et encore aujourd'hui, on ne peut pas dire, même si on peut débattre en effet de dire est-ce que c'est la fin des taux bas et on prend une inflation linéaire et donc il faut recroire à des taux plus élevés dans les années à venir et on change de cycle. Ok, très bien, on peut débattre là-dessus, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que dans les années 80-90, on était dans une situation similaire, si ce n'est pire, et pour autant, on n'a pas du tout créé d'hyperinflation. C'est ça ce qui est important de voir. C'est-à-dire que l'argument, c'est pas de dire ça va se passer, ça va pas se passer. Ce qui est important, c'est qu'en tant qu'investisseur, on doit nuancer toujours en permanence le propos. Et donc, c'est aujourd'hui, vous voyez que l'argument de toutes les personnes qui sont très négatives, etc., est simple et logique à comprendre, mais il ne prend pas toute la dimension. Il ne prend pas toute la dimension que, éventuellement, si vous voulez, on ne va pas créer de l'hyperinflation. On ne créera pas de l'hyperinflation par justement ces augmentations d'endettement et d'annuités. On n'est pas à des niveaux aujourd'hui où le pays ne peut pas rembourser. Je rappellerai que ce n'est que le Covid et les aides gouvernementales et non les quantitative easing, même si c'est lié d'une certaine manière, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici, qui ont créé l'inflation, qui est liée
à un choc exogène qui est le Covid. Si vous regardez depuis 2011 et le lancement des quantitative easing, vous avez énormément de prix Nobel d'économie également, comme Krugman, qui ont annoncé année après année qu'on aurait droit à de l'hyperinflation. Et on n'a jamais eu l'hyperinflation. On s'est même battu pour créer de l'inflation dans l'économie. Et le Japon également se bat depuis des années pour créer de l'inflation dans l'économie. Et ça ne vient que post-Covid. Mais c'est un lien, je veux dire, qui est lié au Covid. Si vous regardez l'hyperinflation, elle a eu lieu sur la valeur des actifs. L'argent, il est venu sur les marchés, avec du bon sens ou du moins bon sens. Mais là n'est pas la question, c'est-à-dire qu'il faut absolument faire attention de croire que dorénavant qu'on a créé un petit peu d'inflation, c'est uniquement dû aux banques centrales et que donc si elles relancent la planche à billets, on recréera de l'hyperinflation, en omettant que pendant 10 ans, on a eu de la planche à billets des banques centrales qui n'ont pas créé d'inflation et donc encore moins d'hyperinflation. Et c'est uniquement le Covid et la problématique aujourd'hui de sauver l'économie, de couper l'économie et de la relancer qui a créé ce bullwhip effect pour ceux qui font un petit peu de supply chain. C'est ça surtout qu'il faut se dire. Donc il faut éviter, je pense, d'avoir des certitudes sur ce que deviendra cet endettement. Il faut bien comprendre également que d'une certaine manière, on peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire, pour moi l'argument est tout aussi tenable, c'est-à-dire au lieu de penser que le surplus d'endettement et le surplus de paiement poussera les banques centrales à faire du quantitative easing supplémentaire et donc à créer de l'hyperinflation, on peut très bien penser que tous ces éléments-là ne vont pas créer de l'hyperinflation, mais vont créer de la déflation. Parce qu'on va se retrouver avec des entreprises et des États qui vont devoir moins emprunter, puisque les taux auront augmenté. Parce qu'ils empruntent moins, ils pourront donc moins dépenser, moins investir. Et donc, quelque part, on va gripper la croissance également. Et là, ce qu'il faut se dire, quelque part, il y a toujours les adeptes un petit peu du crack. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que des fois, le crack, il ne se passe pas, je veux dire, à un instant T et de manière rapide. D'une manière générale, si vous voulez, on voit bien que l'interventionnisme des banques centrales, et les banques centrales ont été créées pour cela, c'est pour justement diffuser le crack dans le temps. Pour éviter justement qu'on ait ces phénomènes de crack avec énormément de volatilité qui amènent, en règle générale, les populistes au pouvoir avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Donc ça, en gros, on est plus aujourd'hui dans des politiques qui font en sorte d'étirer dans le temps justement les digestions et les diffusions et faire en sorte, si vous voulez, que c'est dans le temps que c'est important. Si on accepte de l'inflation à 3-4%, c'est dans le temps que ça va permettre un petit peu de résorber la dette. Si on se dit également et qu'on accepte de moins s'endetter en termes de valeur dans le futur, et bien également ça peut commencer à créer de la distorsion sur l'économie et à créer une désinflation dans un premier temps et une déflation dans un second temps. Parce qu'on va vers une croissance molle. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, ben les taux d'intérêt également, que ce soit les taux longs et que ce soit les taux courts des banques centrales, recommenceront à baisser et rendront cet endettement viable parce qu'on reprendra éventuellement, sans parler de japonisation, mais on reprendra cet argument. Donc je pense qu'il ne faut absolument pas balayer d'un revers de la main la déflation et de se dire que c'est terminé et qu'on ne connaîtra plus maintenant que l'inflation. Il ne faut pas, et je pense que l'hyperinflation, il ne faut pas balayer d'un revers de la main qu'on ne sera pas dans une inflation linéaire, c'est-à-dire 3-4% sur les années à venir. Ce qu'on peut balayer de la main, je pense, c'est l'hyperinflation. Donc c'est ça aussi qui est important. Et donc l'idée, c'est ça, si vous voulez. C'est-à-dire que si on va vers de la déflation, on va vers de la récession, on va donc vers moins de croissance, d'investissement et ce genre de choses-là, ben, il faut bien vous dire une chose, c'est que le dollar sera fort. Le dollar ne sera pas faible dans cet environnement de marché-là. Donc là, voilà, c'est l'antithèse, c'est la contre-thèse. L'idée, c'est pas de vous dire ils ont tort, j'ai raison, etc. L'idée, c'est de nuancer toujours le propos et d'éviter d'avoir des certitudes. Et surtout, d'éviter de prendre un discours qui a l'air simple et logique et de juste lui faire confiance et de le croire sur parole et donc de biaiser un petit peu tout ce que vous allez regarder à côté. Et puis les réseaux sociaux n'aident pas puisque l'algorithme n'aide pas, puisqu'à partir du moment où vous regardez un petit peu les mêmes types d'arguments et de vidéos, on va vous proposer que ce type de vidéos et d'arguments-là. Donc ça ne va faire que renforcer votre sentiment que vous êtes dans le vrai. Or, on le voit, malheureusement en termes de timing, ce sont des grandes vagues.
ça finira peut-être par arriver, mais ce sont des choses qui sont tellement sur le long terme que c'est très compliqué aujourd'hui de jouer la fin des États-Unis ou la fin du dollar. Dans une vie d'investisseur, si vous voulez, ça sert à rien de commencer aujourd'hui à jouer le fait que c'est la fin de tout, parce que vous ne savez pas si ça va arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et si ça n'arrive que dans 25 ans, ben vous avez perdu 20 ou 25 ans d'investissement, éventuellement à être contre-marché et à sous-performer. Donc pour moi, l'important, c'est de se concentrer un petit peu plus sur le présent ou le futur proche et jouer des sous-vagues plutôt que des vagues très larges comme ça, qui sont très compliquées, premièrement à anticiper pour un investisseur, et vous le voyez, très compliqué également pour des économistes ou des pseudo-experts qui vont vous répéter tout bonnement la même chose, qui finiront peut-être par avoir raison dans 20 ans ou dans 30 ans, mais en attendant, je veux dire, ils ont loupé les meilleures performances. Et donc je terminerai par dire et reprendre ce que disait Peter Lynch, hein, c'est qu'il y a plus d'argent qui a été perdu en bourse en anticipant les corrections que dans les corrections ou les baisses elles-mêmes. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent en perte d'opportunité. C'est-à-dire que pendant que vous êtes bloqué à protéger votre argent contre la fin du monde et que c'est pas la fin du monde, eh ben cet argent-là, il aurait pu fructifier. Et finalement, quand ça devient pas la fin du monde, mais quand ça devient le crack ou la baisse, etc., finalement, vous avez une avance parce que vous avez eu toutes ces années où vous avez acquis de la performance. Potentiellement, vous allez vous prendre une benne, mais vous allez vous prendre une benne sur ce que vous avez gagné. Or, si pendant toutes ces années-là, vous avez protégé votre argent et vous avez contre-performé, potentiellement, vous perdrez moins d'argent le jour, en effet, où c'est la fin du monde. Mais en amont sur ça, vous perdrez moins d'argent sur un capital qui n'a jamais progressé, ou qui a progressé très peu, comparé à quelqu'un d'autre qui perdra peut-être une grosse partie de son argent, mais une grosse partie aura été générée par du rendement. Et donc, il se retrouvera peut-être, en ayant eu tort sur ce phénomène de crack, il se retrouvera peut-être encore au-dessus bien au-dessus de la performance de celui qui avait anticipé la fin du monde. Mais la différence, si vous voulez, c'est que on va plébisciter toujours les mecs qui ont raison une fois tous les 10 ans, et on oublie les mecs qui ont raison pendant 9 ans et qui se plantent derrière la 10e année. Et pour moi, c'est plus important de donner du crédit. Évidemment, ça ne fait pas cliquer, ça ne fait pas des vues, ça ne fait pas vendre des liens d'affiliation, des trucs, des machins. Mais pour moi, celui à qui il faut vraiment donner la parole, c'est le mec qui a raison pendant 9 ans et qui se plante une année, plutôt que le mec qui a tort pendant 9 ans et qui a raison pendant une année. Alors, c'est vrai que la différence, c'est que ça fait des grands écarts, et c'est ça qui fait des films à Hollywood et compagnie. Mais pour moi, ça envoie les mauvais messages, ça envoie les mauvaises leçons aux investisseurs, et donc il est temps de remettre l'église au centre du village et d'expliciter un petit peu ses propos et d'être toujours dans la nuance. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager également avec votre réseau, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les suivantes, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Salut les graphes.